Donc je précise qu'il s'agit d'une infection virale qui peut entraîner des cas de surdité chez les fœtus et dans de très rares cas des lésions cérébrales graves. Donc Lucie Labiola, qui interviendra en premier, nous rappellera l'épidémiologie du cytomégalovirus et en des termes beaucoup plus précis que je ne le fais là. Mais disons que cette réflexion nous semblait intéressante pour au moins deux raisons. Premièrement, il n'y a pas de consensus social ni politique sur la pertinence d'un dépistage du cytomégalovirus. Le Haut Conseil de la santé publique a émis un avis en 2018 dans lequel il ne recommande pas le dépistage, mais certains professionnels de santé, gynécologues, sages-femmes, infirmiers, certaines associations, certains patients sont plutôt favorables, certaines femmes enceintes sont plutôt favorables au dépistage du cytomégalovirus. Certaines femmes se prêtent à des examens détectant la présence de ce virus. Et évidemment, cette situation de dissensus est elle-même génératrice d'inquiétude chez les personnes concernées et chez les professionnels. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il semble que la situation soit en train d'évoluer sur cette question, dans la mesure où des traitements efficaces pourraient être disponibles. Ce qui était la principale raison pour laquelle le Haut Conseil de la santé publique émettait une réserve, c'est qu'il n'y avait pas encore de traitement efficace pour cette infection. Et sans doute la découverte de ces traitements pourrait faire pencher la balance du côté de l'instauration d'un dépistage. Voilà, pour poser un peu le cadre de la discussion, je vais tout de suite laisser la parole à Lucie Labiola, qui est sage-femme, au Centre hospitalier universitaire d'Angers et qui est aussi doctorante en éthique médicale. Merci beaucoup, Lucille. Alors effectivement, le CMV, c'est vraiment un exemple parfait des tensions qui peuvent exister entre les professionnels sur ce qui devrait être fait, ce qui pourrait être fait, et ça illustre parfaitement l'exemple de la journée d'aujourd'hui. Donc le CMV, alors moi je suis sage-femme, ça ne fait pas partie de ma pratique parce que je ne fais pas de suivi de grossesse, je ne fais pas de diagnostic anténatal, donc j'ai dû un peu travailler la question et je comprends parfaitement pourquoi il reste des tensions, des problématiques autour de cette question. Les médecins, les sociétés savantes ne sont pas d'accord entre elles, donc je vais essayer aujourd'hui de vous montrer assez rapidement pourquoi elles ne sont pas d'accord, pourquoi il y a des tensions encore qui persistent, pour que vous puissiez un peu comprendre les enjeux de ce dépistage sérologique systématique. Donc je vais d'abord commencer par ce que c'est le CMV, ce que ça implique pendant la grossesse et ce qu'on fait actuellement. Donc effectivement, le CMV, c'est une pathologie virale qui est bénigne, qui peut être même asymptomatique la plupart du temps. Ça se transmet par les urines, la salive. Je continue. Okay. Donc la salive, les sécrétions nasales. Alors effectivement c'est bénin, une femme enceinte peut l'attraper comme n'importe qui, mais ça peut être responsable de malformations fétales pendant la grossesse. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des femmes en âge de procréer qui n'ont jamais été en contact avec le CMV, donc qui n'ont aucune immunité. Donc c'est quand même une femme sur deux qui potentiellement peut être en contact avec le CMV pendant la grossesse sans immunité. Et puis surtout, le CMV est transmis par les enfants en bas âge, donc encore une fois on comprend bien pourquoi les mères sont à risque quand il y a déjà des enfants d'être en contact avec ce virus. Donc pour la prévalence et l'épidémiologie, eh bien, on sait que 0,5 à 0,7% des nouveau-nés seraient infectés par le CMV. Donc c'est quand même fréquent. Pour le coup, du coup, c'est un problème de santé publique parce que c'est fréquent. Et puis, oui, c'est ça, c'est fréquent. C'est l'infection virale materno-fétale la plus fréquente.
Il faut savoir que ça peut être pendant la grossesse, quand la femme contracte le virus, ça peut être dû à une primo-infection, la première fois qu'elle est en contact avec un CMV. Et la particularité du CMV qui complexifie un petit peu cette question, c'est que des infections secondaires sont possibles. Donc la femme peut croire qu'elle est immunisée, mais elle peut avoir une réinfestation, une réactivation du CMV pendant la grossesse. Et donc à ce moment-là, une infection materno-fétale est également possible. Donc quand la mère contracte le CMV et qu'il passe la barrière placentaire, alors il passe bien plus la barrière placentaire quand il s'agit d'une primo-infection, un peu moins quand il s'agit d'une infection secondaire parce qu'il y a quand même des anticorps qui vont faire un petit peu le travail. Et donc quand il y a une infection materno-fétale, eh bien 13% des fœtus qui vont être infectés par ce virus seront symptomatiques. Et donc 87% seront asymptomatiques. Dans ceux qui sont symptomatiques, il y en a une grande majorité qui aura des symptômes mineurs comme une hépatomégalie, une splénomégalie, par exemple, ou un retard de croissance in utero. Mais 30 à 40% pourront avoir un handicap important, comme des atteintes cérébrales majeures entraînant des handicaps, une cécité, une surdité bilatérale. Et c'est surtout au premier trimestre. Et ces symptômes graves, ces attentes graves, elles peuvent être dans le cadre de la primo-infection, mais aussi de l'infection secondaire. Et sur les 87% qui sont asymptomatiques, eh bien, il y en a quand même 13%, donc asymptomatiques, ils n'ont pas de splénomégalie, ils n'ont pas de retard de croissance, ils n'ont rien de tout, mais 13% vont pouvoir développer des séquelles à distance jusqu'aux 6 ans de l'enfant, notamment une surdité unilatérale qui pourrait apparaître par la suite. Donc pour vous présenter un peu le tableau de l'épidémiologie, eh bien l'infection materno-fétale à CMV, elle est responsable quand même de 4% des morts fétales in utero. Par an, elle est responsable de 300 issues de grossesse défavorables. Et quand je parle d'issues de grossesse défavorables, j'inclus les morts fétales in utero, mais aussi les IMG, les interruptions médicales de grossesse. Il y a environ 40 à 50 enfants par an qui auront des séquelles graves et 400 à 500 enfants qui auront des séquelles modérées sur à peu près 720, j'ai regardé les chiffres, 720 000 naissances par an. Alors le CMV actuellement pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Eh bien il n'y a pas de dépistage systématique sérologique, mais les professionnels de santé de la périnatalité doivent normalement donner des informations un peu comme la toxoplasmose, tout le monde connaît ça, sur les précautions standards d'hygiène pour éviter le contact avec le CMV, comme se laver les mains après avoir changé un enfant en bas âge, se laver les mains après avoir mouché un enfant par exemple. Et donc pendant la grossesse, pour l'instant, il n'y a pas le dépistage systématique n'est pas préconisé, mais le diagnostic d'infection materno-fétale à CMV peut être posé. Donc là, on voit la différence, comme on l'a abordé tout à l'heure, entre le dépistage et le diagnostic. Et le diagnostic, il est fait devant des anomalies échographiques qui peuvent être évocatrices d'une infection materno-fétale à CMV. Donc le retard de croissance, les anomalies cérébrales, un œdème, etc. Et dans ces cas-là, devant des signes échographiques qui peuvent nous faire penser à une infection materno-fétale à CMV, eh bien, on va faire une sérologie chez la mère dans un but diagnostique et essayer de dater l'infection, de dater la séroconversion chez la mère. Et en fonction de cette date, d'évaluer éventuellement les risques de séquelles pour le fœtus. Je vous le rappelle, c'est surtout au premier trimestre qu'il y a des séquelles sur le développement du fœtus. Et une fois qu'on a fait le diagnostic d'une séroconversion à CMV chez la mère, je vous rappelle avec des signes échographiques, on va proposer aux parents une ponction de liquide amniotique pour essayer de rechercher l'ADN viral du CMV dans le liquide amniotique. Le problème, c'est que cette ponction de liquide amniotique ne peut se faire qu'à distance de la séroconversion, à peu près 8 semaines, et qu'à partir de 17 semaines d'aménorrhée. 17 semaines d'aménorrhée, c'est à peu près 3 mois et demi de grossesse. Pourquoi? Parce que on recherche l'ADN du CMV dans les urines du fœtus et la fonction urinaire apparaît qu'à partir de ce terme-là. Avant, on risque d'avoir des faux négatifs. On va prélever, mais comme il n'y a pas d'urine, il y aura des faux négatifs. Donc il faut attendre 17 semaines pour pouvoir faire la ponction de liquide amniotique et savoir s'il y a eu un passage du virus du virus entre la mère et le fœtus. Dans ces cas-là, si la PCR, donc si on ne retrouve pas de CMV dans le liquide amniotique, si c'est négatif,
eh bien, on ne sera pas complètement rassuré puisqu'il peut y avoir quand même 8% d'infections materno-fétales qu'on ne dépiste pas bien. Donc, ce n'est pas du 100%. Donc, on continuera à surveiller tous les mois l'échographie pour rechercher éventuellement l'apparition de signes échographiques. Et on recherchera à la naissance l'ADN du CMV dans les urines du nouveau-né. Si c'est positif, l'infection materno-fétale est bien confirmée, ça veut dire qu'il y a eu un passage du virus par le placenta, et dans ces cas-là, il va s'instaurer une surveillance extrêmement lourde pour la mère. Il y aura des échographies tous les 15 jours, c'est quand même extrêmement récurrent, avec une angoisse tous les 15 jours, et puis une IRM cérébrale du fœtus à 32 semaines, c'est à peu près 7 mois de grossesse. Donc, voilà ce qui va se mettre en place. Si les échographies restent normales pendant toute la grossesse et l'IRM à 32 semaines est normale, on poursuit la grossesse, mais il peut y avoir quand même, je vous le rappelle, 13% d'enfants qui auront des séquelles à long terme, uniquement surdité. S'il y a des signes échographiques qui apparaissent graves avec l'IRM qui est pathologique et qui montre des atteintes cérébrales importantes, l'interruption médicale de grossesse sera possible et les parents pourront faire la demande, c'est à peu près 50% des cas. Mais ce diagnostic de PCR, d'infection materno-fétale, se fait par l'intermédiaire d'une ponction de liquide amniotique, qui est quand même un examen qui est invasif et qui est responsable de perte fétale dans 0,1 à 0,5% des cas. C'est-à-dire que d'aller chercher du liquide amniotique in utero peut entraîner une rupture prématurée de la poche des os, peut entraîner des contractions, donc un arrêt de la grossesse. Maintenant que j'ai un peu planté le décor, je vais vous montrer un peu qu'il y a des désaccords dans les recommandations et dans les sociétés savantes qui ne sont pas toutes d'accord entre elles. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Haut Conseil de santé publique en 2018 ne préconise pas le dépistage systématique d'une séroconversion, c'est-à-dire sans signe échographique, vraiment pour toutes les femmes. Le Haut Conseil ne le conseille pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traitement efficace. En tout cas, en 2018, il n'y avait pas de traitement efficace empêchant l'infection materno-fétale. Parce que le diagnostic d'infection secondaire, eh bien, il est difficile, il est complexe et il est pourtant responsable de séquelles. L'examen de diagnostic, c'est la ponction liquide amniotique, il est invasif, je vous l'ai expliqué. Et puis, on va mettre en place une surveillance intensive de la grossesse, alors que 87% de ces enfants seront sans séquelles graves. Et il y a une incertitude pronostique qui est extrêmement importante sur le risque de séquelles et leur gravité, ce qui peut entraîner quand même une angoisse parentale importante qui peut perdurer, alors que même tous les examens se révéleront négatifs et on pourrait rassurer les parents, mais cette angoisse peut perdurer. On sait que la grossesse est une période de remaniement psychique hyper important, donc toute annonce peut faire effraction dans ce processus de parentalisation. Et puis, une des seules solutions proposées en cas d'infection materno-fétale avec des séquelles sur le fœtus, c'est l'interruption médicale de grossesse, mais uniquement pour les formes graves. Et puis, ils mettent aussi en avant qu'il y a des mesures de prévention qui existent pour diminuer les risques de transmission et que ce serait peut-être déjà une des premières choses à faire avant d'envisager un dépistage systématique. Le Collège des gynécos ne recommande pas non plus le dépistage, un peu pour les mêmes raisons que le Haut Conseil de santé publique, mais pourtant, en 2018, et je pense que les chiffres évoluent vraiment parce qu'on parle de plus en plus du CMV, mais il y avait quand même 25% des femmes enceintes qui étaient dépistées de manière systématique en dehors de toute recommandation des sociétés savantes. Et je pense qu'on est à plus que ça. Donc c'était des femmes les femmes, parfois même en préconceptionnel, quand elles décident d'arrêter leur contraception, on leur prescrit une sérologie pour connaître leur statut sérologique, et des sérologies tous les mois jusqu'à ce que le premier trimestre soit passé, et ensuite on arrête ce qu'on estime que les risques sont moins importants. Et puis surtout, ce qui a fait basculer un petit peu les choses aussi, c'est qu'une étude de 2020 sur une centaine de patientes a montré qu'un traitement par valacyclovir dès la séroconversion diminuerait de 70% les risques d'infection materno-fétale. Donc, apparition d'un traitement, ce qui vient un peu tout remettre un peu en berne sur ce qu'on pensait devoir faire. Donc en 2020, l'Académie de médecine, avec l'apparition de ce traitement, préconise le dépistage sérologique systématique pendant les 3 premiers mois et un dépistage urinaire chez tous les nouveau-nés. Et donc,
S'il y a une séroconversion, donc pour l'instant il n'y a pas de signe chez le fœtus, on ne sait pas s'il est symptomatique ou pas. En gros, à 8 semaines d'aménorrhée, ce qui fait à peu près 2 mois de grossesse, je vous donne un exemple, eh bien on se rend compte que le statut sérologique immunitaire de la patiente a évolué. On va mettre un traitement en place par valacyclovir jusqu'à la fin de la grossesse. Et ce traitement, j'avais pas notion, c'est quand même 16 comprimés par jour. Donc c'est quand même quelque chose de lourd. Actuellement, moi, je travaille en psychiatrie périnatale. J'ai une patiente qui a eu une séroconversion sur un dépistage systématique, qui a ce traitement. Et clairement, ça fait vraiment effraction et la projection dans la grossesse, c'est vraiment compliqué. Donc ce traitement, il est mis en place jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la grossesse, même si tous les examens sont rassurants. Et on refait la même chose que pour le diagnostic que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ponction de liquide amniotique 8 semaines après, à partir de 17 semaines. Si la PCR est positive, donc si la PCR est négative, on continue le dépistage comme je vous ai expliqué. Si c'est positif, eh bien, échographie tous les 15 jours, IRM à 32 semaines, exactement comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a 3 possibilités. Soit l'IRM et les échographies sont normales, on poursuit la grossesse et il y a un dépistage chez le nouveau-né, il y a 15% de risque de séquelles à long terme. IRM normal et signe écho mineur, comme par exemple un retard de croissance simple sans atteinte cérébrale. On poursuit la grossesse, mais il y aurait à peu près 40% de risque de séquelles. IRM et échographie anormale, atteinte cérébrale. Dans ces cas-là, l'interruption médicale de grossesse est possible, mais elle est tardive parce que le diagnostic se fera à partir de 32 semaines. Ce sera une interruption qui se fera aux alentours de 8 mois de grossesse. Donc on est quand même tard dans la grossesse. Mais le traitement diminue les risques d'infection materno-fétale et si on ne fait pas de dépistage, on ne peut pas mettre en place de dépistage systématique, on ne peut pas mettre de traitement en place et du coup il y a une perte de chance forcément. Donc pour l'instant il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique. Je vais essayer de vous redonner un petit peu les points de tension et les problèmes qui persistent. C'est qu'il y a quand même 70% des soignants qui ne donnent pas les informations sur le CMV. Et les précautions standards par manque de connaissances. Alors ça date de 2018, je pense qu'on en parle de plus en plus dans les congrès médicaux, donc je pense que les chiffres seront peut-être un peu différents. Et surtout, le dépistage systématique ne doit pas empêcher et limiter ces précautions. Parce que vous l'avez vu, il peut y avoir une infection secondaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'information sur le dépistage systématique devrait être complète et loyale pour aborder tout ce que je vous ai expliqué, ce que ça implique en termes de surveillance, c'est quand même pas anodin, en termes de traitement s'il y a une séroconversion, et puis surtout sur l'incertitude pronostique qui existe et qui persiste malgré les examens, notamment à long terme, même si les examens de dépistage sont rassurants. Ce qui est aussi un point de tension, c'est l'inquiétude et le stress parental. Et puis, il y a même des chercheurs qui ont mis en avant que peut-être si une séroconversion se faisait au premier trimestre, comme je vous l'ai dit, par exemple à 8 semaines d'aménorrhée, c'est compliqué d'attendre pour avoir un diagnostic jusqu'à 17, 18, 19 semaines. On est encore dans le délai légal d'IVG. Est-ce qu'on ne risque pas d'augmenter le recours à l'IVG pour une séroconversion? Ça, c'est une question qui a été soulevée pour ne pas attendre et ne pas être dans l'angoisse d'attendre, et notamment dans notre incapacité à rassurer parce qu'il y a une incertitude pronostique. La prise du traitement, je l'ai dit, elle est quand même contraignante. Et voilà, ça je vous l'ai dit. Et puis, il y a un argument aussi qui a été... l'argument de l'absence de traitement, quand il n'y en avait pas encore, était aussi réfuté par les défenseurs du diagnostic sérologique systématique. Et pour défendre ça, ils mettent en avant que la trisomie 21 est dépistée de manière systématique alors qu'il n'y a pas de traitement. Donc ça, c'était leur défense pour dire, oui, il n'y a pas de traitement pour l'infection materno-fétale à CMV, mais il y a d'autres maladies qu'on dépiste en anténatal et qui n'ont pas de traitement. Et puis, si la patiente est immunisée en début de grossesse, elle risque d'être faussement rassurée alors qu'une infection secondaire est possible, avec des séquelles possiblement. Et ce dépistage d'infection secondaire, il est complexe. Voilà, j'espère que je vous ai donné un tableau qui montre un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer pour prendre une décision. Merci. On lance une discussion. Moi, je me disais, ce que je vous propose, c'est comme le sujet est assez technique, complexe, peut-être tout à fait. Laisser un petit temps de questions de clarification. Oui. Et puis, alors si vous avez des questions...
pas trouvé de recherche sur cette question. Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Mais effectivement. Après, est-ce que c'est suffisant pour que des industriels se lancent dans ce type de recherche? Je sais pas. Suffisant en termes de problématiques de santé publique et de personnes qu'on pourrait vacciner, parce que finalement, à part les femmes enceintes, c'est pas quelque chose de grave. Donc la population cible du vaccin, elle est pas très large en fait. Mais ils ont financé un médicament. Il existait déjà le valacyclovir. C'est juste qu'il a été... Oui, c'est un anti-infectieux qu'on utilise par exemple quand il y a une séroconversion ou une infection d'herpès par exemple, qui peut être aussi dangereux. Donc c'est des traitements qui existent déjà, qui ont juste été testés en se disant c'est des anti-infectieux, des antiviraux, on va essayer sur la femme enceinte. Merci beaucoup. Peut-être une question sur le coût, en fait, le coût du dépistage. Alors, il y a eu très peu d'études socio-économiques, j'en ai trouvé qu'une, mais dont j'ai pas parlé parce qu'en fait, qui ne parle que du coût socio-économique du dépistage sérologique versus le suivi, mais n'englobe pas le prix du dépistage systématique de tous les nouveau-nés qui, je pense, pourrait coûter très cher. Donc, j'en ai pas parlé parce que ça ne m'a pas satisfait dans ce que j'ai trouvé parce que je trouvais qu'il n'avait pas pris tous les éléments en compte d'un point de vue économique parce qu'un des prélèvements systématiques aux nouveau-nés, ça va coûter de l'argent. Voilà. Mais oui. Dans l'équation, ça joue aussi, j'imagine. Très probablement. Le coût du traitement, pardon. Je crois que le valacyclovir, c'est pas très cher. Non, ce qui va coûter plus cher, c'est la ponction de liquide amniotique, les échographies tous les 15 jours, voilà, c'est ça qui coûtera plus cher. Et puis le dépistage du CMV urinaire chez tous les nouveau-nés. L'IMG à 8 mois, c'est quelque chose d'absolument traumatisant et pour les parents, pour l'équipe médicale. C'est un féticide. Oui, il faut un féticide à 8 mois, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se... Oui. Moi, je travaille dans une maternité de type 3, on fait à peu près 4000 accouchements. On fait une centaine d'interruptions médicales de grossesse par an. Donc c'est quand même une tous les 3 jours. Alors pas tout à ce terme-là, hein. Bien heureusement. Mais je ne sais pas si c'est plus traumatique à 32 semaines qu'à 20 semaines. Ça dépend vraiment des projections parentales, je pense. Je pense qu'il y a des femmes qui restent traumatisées à 17 semaines. Voilà, je ne crois pas que ça dépende vraiment du terme. Par contre, pour les équipes, oui, c'est effectivement, il faut, à partir de 22 semaines, il faut un féticide. Pour ceux qui ne savent pas, un féticide, c'est une injection de médicaments, comme une ponction de liquide amniotique, mais une injection dans le cordon d'anesthésiants et de traitements qui vont arrêter le cœur du bébé in utero. Moi j'ai une question très bête. Vous avez parlé des 16 comprimés de valacyclovir. Effectivement, on imagine bien que c'est très lourd. D'autres dosages ne seraient pas possibles pour faire 4 comprimés plus chargés? Je pense que si, effectivement, c'est que pour l'instant, comme ça vient juste d'être mis en place et que l'étude date de 2020, je pense qu'ils ont pris des dosages qui existaient déjà parce que pour qu'un industriel se lance dans une autre forme de médicament, il faut des études bien plus larges que 100 patientes. La seule étude, c'est 100 patientes. On ne demande pas de prendre un comprimé par heure. Non, c'est les 16